L'histoire commence avec un jeune garçon qui se réveille dans une pièce inconnue. Alors qu'il ouvre doucement les yeux, il aperçoit une femme qui le regarde attentivement. Dans un premier temps, il suppose bien sûr que c'est sa mère, mais il réalise très vite que cela ne peut pas être le cas car sa mère est en fait bien plus âgée que cette femme. Se sentant complètement confus, il baisse les yeux vers ses mains et est absolument choqué de découvrir qu'il est désormais un bébé. Ce qui rend la situation encore plus étrange, c'est que lorsqu'il vérifie son statut, toutes ses statistiques sont revenues au niveau 1 et il n'a même plus de nom. Soudainement, un homme de grande taille, vêtu d'une armure, entre dans la pièce. La femme le désigne respectueusement comme étant le roi, et il s'approche pour regarder le bébé. En voyant cet homme, le garçon se demande s'il est une sorte d'empereur ou le souverain de cette terre. Peu de temps après, le bébé est porté devant un prêtre pour une cérémonie de baptême. Pendant la cérémonie, il reçoit le nom de Noah et est déclaré 13e prince impérial. Lorsque Noah vérifie rapidement son statut, il voit que prince impérial a été ajouté à son titre, ce qui confirme qu'il est le fils direct de l'empereur de cette nation. Une fois la cérémonie de baptême terminée, l'empereur demande au prêtre quelle est l'affinité de Noah. Le prêtre répond que l'affinité de Noah est l'eau et que son fief assigné sera Almiria, une terre où résident de nombreux membres du clan de l'eau. En entendant cela, l'empereur semble quelque peu soulagé. Mettant cela de côté, il demande ensuite au prêtre de révéler toutes les statistiques de Noah. Lorsque le prêtre s'exécute, tout le monde dans la pièce est stupéfait. Chacune des statistiques de Noah est déjà au maximum et son affinité avec l'eau a atteint le rang SS alors qu'il n'est né que quelques heures auparavant. Avoir de telles statistiques signifie qu'il s'est déjà éveillé et un éveil à un si jeune âge est quelque chose d'absolument inouï. Pour cette raison, toutes les personnes présentes concluent qu'elles sont en train d'assister à la naissance d'un talent extraordinaire. C'est à ce moment précis que Noah réalise qu'une nouvelle vie lui a été accordée et qu'il a été réincarné en tant que noble. L'empire dans lequel il vit désormais est connu sous le nom d'Empire de Myrse, une puissante nation de guerriers nichée au cœur d'une chaîne de montagnes accidentées. Sa capitale est située sur une vaste plaine et l'Empire connaît actuellement un âge d'or où la richesse continue de générer encore plus de richesses, permettant ainsi à une culture riche et vibrante de s'épanouir pleinement. L'empereur de cette terre est le père de plus de 10 fils, tous connus sous le nom de princes impériaux. Ces princes sont largement adorés par le peuple et sont considérés comme les nobles les plus prestigieux de tout l'Empire. 6 ans après la réincarnation de Noah, il en vient à réaliser quelque chose d'important concernant ses capacités. Pour les autres, ces statistiques apparaissent comme des valeurs individuelles incroyablement élevées, mais en réalité, ces chiffres sont élevés uniquement parce qu'ils sont amplifiés par ses subordonnés. Par exemple, sa compétence aquatique de rang S provient entièrement d'Almiria, le fief qui lui a été accordé à la naissance, tandis que plusieurs de ses autres bonus de statistiques proviennent des servantes qui le servent. En d'autres termes, Noah devient plus fort, plus il a de subordonnés. En plus de cela, il commence à soupçonner que son niveau n'a pas de limite supérieure et peut continuer à augmenter indéfiniment. Une fois que les servantes ont fini de l'habiller, elles le renvoient en bas. Après son départ, les servantes discutent entre elles et admettent à quel point il est remarquable. Normalement, les garçons de son âge seraient pleins de malice et causeraient constamment des problèmes. Mais Noah est différent. Il est calme, posé et d'une maturité inhabituelle pour son âge. Evelyne, la belle servante spécialisée dans l'hospitalité, s'approche de Noah pendant qu'il déjeune et annonce que le prince héritier et le 4e prince sont venus lui rendre visite. Elle ajoute qu'ils lui ont dit qu'il pouvait prendre son temps pour finir son repas avant d'aller les rencontrer. Cependant, Noah sait exactement qui est le prince héritier et comprend qu'il ne peut absolument pas se permettre de faire attendre quelqu'un de ce statut. Il demande immédiatement aux servantes de l'emmener auprès d'eux. Noah va saluer ses frères aînés, Albert qui est le prince héritier et Henri qui est le 4e prince. Après avoir échangé des salutations polies, Albert dit à Noah qu'ils sont en fait venus lui apporter un cadeau. À ce moment-là, un serviteur effrayé entre dans la pièce portant un étui à épée. Une aura sombre et menaçante s'en échappe lentement, emplissant l'air d'une tension palpable. Une fois l'étui posé, Albert ordonne au serviteur de l'ouvrir. Au moment où il s'ouvre, Noah sent soudain un frisson lui parcourir l'échine, alors qu'il commence à entendre les cris de soldats suppliant Albert de leur sauver la vie. Les voix semblent désespérées et remplies de peur, et Noah peut immédiatement dire que ce qu'il vient d'entendre n'était pas une hallucination. Albert dit alors à Noah de prendre l'épée. Bien que Noah n'en ait vraiment pas envie, il réalise que c'est un cadeau du prince héritier, donc refuser n'est pas une option. Noah prend l'épée avec précaution et bien qu'elle semble un peu lourde au début, il parvient vite à se stabiliser et à trouver son équilibre. Une fois cela fait, Albert explique que l'épée est connue sous le nom de Léviathan, une épée de l'élément eau qui est considérée comme la plus puissante de tout l'Empire. Environ 120 personnes sont mortes en essayant simplement de la maîtriser. Henri remarque que Noah semble un peu nerveux après avoir entendu cela, alors il lui dit de ne pas s'inquiéter.
Il explique que quiconque n'est pas destiné à manier l'épée est tué par sa malédiction au moment même où il tente de la soulever. Le fait que Noah ait pu la prendre sans qu'il ne se passe quoi que ce soit prouve seulement qu'il en est au moins un peu digne. Albert tapote ensuite le dos de Noah et sort de la pièce, affirmant que c'était une démonstration des plus précieuses. Alors qu'Albert s'en va, Noah n'arrive pas à croire que ce salaud l'ait testé tout ce temps en utilisant quelque chose qui aurait pu facilement le tuer. Cependant, il décide de garder ses pensées pour lui, car il sait que s'il était surpris à dire quelque chose comme ça à voix haute, il serait mort sur le champ. Alors que les princes s'éloignent, Henri demande à Albert si laisser Léviathan à Noah était vraiment la meilleure chose à faire, d'autant plus que l'épée était extrêmement coûteuse. Albert répond que l'épée est bien mieux entre les mains de quelqu'un d'aussi brillant que Noah. En plus de cela, il ajoute que c'est précisément parce que Noah est si brillant qu'il doit faire l'expérience de ce que l'on ressent quand on est mordu par son propre animal de compagnie. Plus tard, cette nuit-là, Noah remarque que sa servante, Zoé, semble inhabituellement mal à l'aise à propos de quelque chose. Il lui demande ce qui ne va pas, mais Zoé ne veut pas l'ennuyer avec ses problèmes personnels et lui dit de ne pas s'en faire. Noah insiste et après quelques hésitations, Zoé se confie finalement. Elle lui dit qu'elle s'aimerait demander un congé parce que sa ville natale a récemment été inondée et la ferme où elle a grandi a été complètement emportée. Cette ferme était la seule source de revenus de sa mère. Alors Zoé a envisagé de travailler dans le quartier des plaisirs, car des gens lui ont dit qu'elle pourrait se vendre à un prix très élevé en tant que personne ayant autrefois servi un prince impérial. Noah lui dit immédiatement qu'il n'y a absolument aucune chance qu'il permette que cela se produise. Au lieu de cela, il propose d'employer sa mère au manoir comme responsable de l'ouverture des portes et il promet de la payer généreusement. Zoé essaie de faire remarquer que le salaire qu'il offre pour ce poste est bien plus élevé que ce qui est normalement payé. Noah ajoute ensuite qu'il y a aussi une maison inoccupée près du manoir afin que Zoé et sa mère puissent y vivre ensemble. En entendant cela, Zoé fond en larmes et remercie Noah à plusieurs reprises pour sa gentillesse et sa générosité. Cependant, au fond de lui, Noah sait qu'il ne fait pas cela uniquement par pure bonne volonté. Avoir une ancienne servante travaillant dans le quartier des plaisirs entacherait le nom du 13e prince impérial. Zoé est sa servante et à ce titre, elle le servira toute sa vie. Après cet acte de gentillesse inattendu, Noah est assez certain qu'elle ne trahira jamais cette loyauté. Après cela, il appelle le majordome, Dylan, et lui raconte comment la ville natale de Zoé Dassault a été inondée par une catastrophe. À cause de cette situation, il dit à Dylan d'aller là-bas et d'acheter autant de terres à Dassault que possible, car il sait que des bandits finiraient bien par y arriver pour profiter de la ville pendant sa période de faiblesse et de chaos. Il veut sécuriser et acquérir ces terres avant que cela ne puisse se produire et avant que les choses n'empirent davantage. Dylan est surpris par cet ordre car même si Noah est encore très jeune, il est capable de gérer une situation qu'il n'a jamais personnellement vécue auparavant avec une telle perspicacité et une réflexion aussi prudente. En réalité, ce genre de choses exactes était déjà arrivé à Noah dans sa vie antérieure, mais bien sûr, il ne peut en parler à personne, alors il décide de garder le silence et de ne rien dire du tout. Dylan admet que c'est une très bonne idée, mais le vrai problème est de savoir comment ils sont censés obtenir l'argent nécessaire pour acheter ces terres. Car l'achat d'une telle quantité de terres coûterait pas moins de plusieurs centaines de milliers de Ryan, qui est la monnaie utilisée dans cet empire. Noah réalise qu'il n'avait pas vraiment bien réfléchi à cette partie, alors après y avoir pensé un petit moment, il conclut finalement qu'ils devront simplement vendre les terres qu'ils possèdent au sud de la capitale. Dylan se demande si c'est vraiment une bonne idée car cette terre était un cadeau personnellement offert à Noah par le roi lui-même, et la vendre sans permission pourrait même être considéré comme un crime grave. Cependant, Noah dit à Dylan de ne pas s'inquiéter du reproche ou de la colère du roi, car il assumera personnellement toutes les conséquences de cette décision. Noah affirme que c'est cela être un noble, faire des sacrifices pour que la vie des autres puisse devenir plus facile et plus sûre. Dylan comprend le sens de ces mots et remercie Noah d'avoir pris une telle décision. D'autant plus qu'il partage la même ville natale que Zoé, il se sent donc profondément reconnaissant du fond du cœur. Le lendemain, Noah a liquidé les fonds et se prépare à acheter autant de terres qu'il le peut. Il s'apprête maintenant à aller les inspecter en personne, mais c'est alors qu'il reçoit une visite inattendue de son frère, Henri. Henri remarque que Noah emporte l'épée Léviathan avec lui et demande immédiatement de quoi il s'agit. Noah explique qu'il a ressenti une sorte de pouvoir en émaner il y a quelque temps, mais n'a rien ressenti depuis, alors il prévoit de la tester pendant qu'ils sont à Dassault. Cela mis à part, Henri dit à Noah que l'épée Léviathan a une volonté propre. Apparemment, elle n'obéit qu'à la seule personne qu'elle reconnaît comme son véritable maître. Avec cette information, Noah comprend immédiatement qu'il va devoir gagner sa reconnaissance d'une manière ou d'une autre.
L'épée Léviathan est en fait comme un chien enragé en ce moment, et elle a besoin de quelqu'un d'assez fort pour la dompter. Henry dit à Noah qu'il peut emporter l'épée avec lui s'il le doit vraiment, mais qu'il ne doit pas l'utiliser à moins que le moment ne soit propice, sinon elle pourrait finir par le tuer. Après avoir prononcé cet avertissement, Henry se retourne simplement et s'en va. Peu de temps après, ils arrivent à Dassault et constatent que l'inondation a complètement transformé la zone en une terre désolée et dévastée. Au vu des destructions, ils supposent que la plupart des maisons en ruine ont également perdu leur titre de propriété dans l'inondation, ce qui signifie qu'ils devront acheter les terres en se basant plutôt sur les registres officiels du bureau gouvernemental. Dylan et Zoé sont stupéfaits qu'un enfant, de plusieurs décennies plus jeune que d'eux, ait pu déduire tout cela simplement en jetant un coup d'œil à la situation. Noah leur dit calmement que ce n'est que de la simple logique. Après cela, Noah et Zoé commencent à arpenter les terres ensemble jusqu'à ce qu'ils remarquent de la nourriture distribuée à un groupe de villageois par les traiteurs de l'Empire. Noah prend un bol de cette nourriture et réalise rapidement qu'elle est terrible et a même un goût un peu gâté. L'un des villageois entend le commentaire de Noah et lui dit qu'ils ne peuvent vraiment pas se plaindre car ils ont déjà de la chance de recevoir ne serait-ce que cette quantité de nourriture. Noah n'arrive pas à croire que l'Empire servirait une nourriture d'une si mauvaise qualité à son peuple pendant une catastrophe. Puis tout à coup, le fonctionnaire du gouvernement local, Lord Garl, arrive sur les lieux pour mener une inspection officielle de la zone. Garl sait très bien que la nourriture donnée aux villageois est terrible, mais il s'en moque car ce n'est pas lui qui la mange. Noah ne supporte plus de voir cela, alors il confronte Garl directement et l'accuse de détourner les fonds destinés aux rations alimentaires. Noah dit qu'au lieu de fournir des repas corrects, Garl a volé l'argent et a servi de la bouillie aux villageois. Garl ne le nie absolument pas, il admet ouvertement que ceux qui sont au sommet de la chaîne alimentaire méritent Jaramong de manger en premier et lui et ses hommes en rient. Voir leur attitude rend Noah furieux. Il avertit Garl des conséquences de ses crimes, mais Garl n'apprécie pas qu'un enfant lui tienne tête. Il tire son épée et se prépare à attaquer Noah. À ce moment-là, l'épée Léviathan s'envole seule de son étui et plane à côté de Noah. L'épée commence à le tester, déversant sa puissance dans son corps pour juger s'il en est digne. Des parties du corps de Noah commencent à s'assombrir, comme s'il était sur le point d'être consumé par la malédiction de l'épée. Juste au moment où il semble qu'il va perdre, Noah ressent une poussée d'adrénaline et de volonté. Il prouve à Léviathan qu'il peut supporter sa puissance et après une brève lutte, l'épée se soumet entièrement à lui. Enragé, Garl s'apprête à tuer Noah, mais Noah frappe le premier et utilise Léviathan pour trancher net la tête de Garl. Ses laquais, furieux de voir leur chef tué, se préparent également à attaquer Noah. Pour les intimider, Noah frappe le sol avec Léviathan. L'attaque laisse derrière elle un cratère si profond que le fond ne peut même pas être aperçu. Noah lui-même est choqué par la puissance pure de l'épée. Peu de temps après, Rowan, le capitaine des chevaliers assignés à Dassault, arrive et est stupéfait par la scène. Quand il reconnaît Noah comme le 13e prince impérial, il s'agenouille immédiatement. Les autres sont confus jusqu'à ce que Rowan annonce l'identité de Noah, ce qui pousse toutes les personnes présentes à s'incliner avec crainte et respect. Noah explique comment Garl et ses hommes volaient les villageois, c'est pourquoi il a été exécuté. Il ordonne à Rowan de s'assurer que les fonctionnaires corrompus restants reçoivent une punition appropriée. Noah ordonne également que la distribution de nourriture soit correctement relancée afin que les villageois puissent bien manger. Remplis de joie, les villageois louent Noah de les avoir sauvés. Pendant ce temps, Albert reçoit un rapport indiquant que Noah a réussi à dompter l'épée Léviathan. Il esquisse un sourire, réalisant que Noah pourrait être bien plus utile qu'il ne l'avait imaginé. Plus tard, Noah rencontre son père, s'attendant à être puni pour avoir vendu des terres offertes. Au lieu de cela, l'empereur le remercie, expliquant que les actions de Noah ont empêché les bandits d'exploiter la situation de l'inondation. L'empereur est également ravi que Noah ait maîtrisé Léviathan. Lorsque les statistiques de Noah sont vérifiées à nouveau, sa compétence aquatique est passée au rang triple S grâce aux nombreux subordonnés qu'il a acquis en aidant Dassault. Profondément impressionné, l'empereur demande à Noah de continuer à utiliser ses talents pour l'Empire, et Noah accepte. C'était l'épisode 1. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et regardez la prochaine vidéo à l'écran.